Bonsoir. Donc ce soir, une conférence qui me tient à cœur, mais comme toutes celles que j'ai pu faire précédemment, hein, toutes les semaines précédentes, voilà, je trouve des sujets aussi divers que variés. Et pour moi, tous les sujets que j'évoque me sont passionnants. Donc ce soir, psychogénéalogie et puis loyauté envers les ancêtres. Donc c'est vraiment quelque chose, je dirais, ça fait partie de la culture de personnes comme moi ou comme vous peut-être. Voilà, ça reste un peu. C'est même pas des sujets tabous en fait, c'est un peu du sujet. Tiens, on découvre, on savait même pas que ça existait quoi. Hein, c'est un peu comme un mot, la permaculture. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissent le mot permaculture, puis il y en a qui connaissent pas du tout. C'est pareil, ça fait partie des différentes façons de. Alors il y a la permaculture en agriculture hein, par rapport à la culture de végétaux, à la culture de fruits, de légumes. Hein, donc, mais la permaculture, c'est carrément une philosophie d'agir et de penser. Eh bien, la psychogénéalogie, c'est pareil, c'est un sujet en fait où on va considérer que nos ancêtres vont venir, en fait, nos ancêtres, le vécu de nos ancêtres peut intervenir dans nos vies. Donc, en fait, la psychogénéalogie, c'est l'étude des arbres généalogiques, l'étude en fait des vies qu'ont pu avoir nos ancêtres par rapport à leur profession, par rapport à leur vie familiale, par rapport en France, on a quand même eu deux guerres mondiales, donc ça fait pas semblant. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que la psychogénéalogie va vraiment essayer d'aller rechercher chez les ancêtres quels ont été les événements tragiques, les événements douloureux, quelles ont pu être les contrariétés de vie qu'ont pu vivre nos ancêtres, et éventuellement si cela a une influence sur notre vie. Alors évidemment, la psychogénéalogie, ça va nécessiter à ce qu'on forme son arbre généalogique. Donc souvent, sur les communes, vous avez des personnes qui sont passionnées de généalogie et vont carrément faire les arbres généalogiques de plusieurs personnes, des noms en fait qui sont propres à des communes. Donc moi, je sais que j'ai un arbre généalogique qui remonte jusqu'au 1700 et les poussières. Donc parmi les ancêtres, eh bien, il y en avait qui étaient agriculteurs. Donc nos ancêtres nous influence forcément dans notre vie actuelle, ne serait-ce que par le fait que, eh bien, si on existe, c'est parce qu'on a eu deux parents, que si les parents existent, c'est qu'ils ont eu deux parents, et si leurs parents existent, c'est qu'ils ont eu des parents. Donc comme ça, en fait, on pourrait remonter, je dirais, à des générations. On peut considérer que avant nous, il y a eu des millions de personnes qui ont existé avant que nous soyons euh, cet être unique que nous sommes. Et donc déjà, première chose, c'est un grand merci bien, à tous ces ancêtres, à toutes ces personnes qui nous ont précédés et qui, grâce à toutes ces personnes, en fait, eh bien, nous existons et nous sommes qui nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes vivants, nous sommes pour la plupart d'entre nous en bonne santé, mais j'en reviendrai après par rapport à la santé. Et donc, ce qui est vraiment de génial, c'est que quelque part, si j'ai deux yeux, que je vois clair, que j'arrive à marcher, à courir, à chanter, je sais pas, à faire ce Facebook Live ce soir, eh bien, en effet, c'est grâce à mes parents, à mes grands-parents, à mes arrière-grands-parents, et je remonte comme ça sur des centaines, des milliers de générations. Donc vraiment, grand respect envers nos ancêtres, parce que c'est merci à eux, c'est grâce à eux que nous sommes en vie, c'est grâce à eux que je suis en vie. Voilà. Première chose, je tiens vraiment à cadrer, parce que après, je vais partir dans des considérations tout autres. Mais dans un premier temps, c'est vraiment merci aux ancêtres de nous permettre d'être en vie. Je vais vous parler je vais commencer cette conférence en fait par un exemple. Moi, je suis thérapeute, hein, j'accompagne des personnes en fait pour les libérer justement de mémoires émotionnelles qui ne leur appartiennent pas, ou bien qui leur appartiennent, qui appartiennent à leur enfant intérieur généralement, puis ça s'exprime aujourd'hui à l'âge adulte. Mais je vais commencer par un exemple en fait d'une maman qui un jour me contacte et puis elle me dit bah ouais j'ai des problèmes avec mon fils en fait. Donc son fils a 27 ans et puis c'est quelqu'un qui eh bien, c'est pas qu'il a des petits déboires avec la justice, il a déjà fait de la prison, et en fait, il a encore recommis un acte délictueux et il devait repasser au tribunal. Donc ça, c'était fin 2019. Il devait repasser au tribunal donc en décembre 2019. Et puis là, elle m'a dit, bah, de toute façon, il n'a pas le choix, puisqu'il a refait, il va sûrement retourner en prison. Et elle me dit, le problème, c'est que son père était un délinquant plutôt violent et il est décédé en prison, son père, que son grand-père était aussi quelqu'un de délinquant qui a fait de la prison, et ainsi de suite.
et ainsi de suite, et ainsi de suite. Salut Valérie, as-tu des ancêtres qui travaillaient l'énergétique? Je n'ai pas fait je n'ai pas cette information-là, à part des oncles et tantes qui pouvaient faire des soins sur tout ce qui est hémorragie et couper le feu. Et donc en fait, la maman vient avec son fils. Donc là, c'est une constellation familiale et systémique, mais en groupe, hein. Donc ça se passe comment? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai demandé à ce jeune-là qui avait 27 ans, qui est resté un peu dans sa camisole toute la journée. Il a gardé avec son bonnet, son blouson, voilà. Donc c'est des journées qui durent une journée. On était une dizaine de personnes. Donc je lui ai demandé à ce qu'il choisisse une personne qui l'incarne lui, voilà. Une personne qui incarne son père étant décédé plusieurs années auparavant, et puis une personne qui va incarner le premier ancêtre qui a commis des faits délictueux, le premier ancêtre qui, quelque part, a choisi, en effet, de commettre des exactions, de vivre dans l'illégalité. Et donc, ce qui en est ressorti, c'est que ce premier ancêtre, quelque part, n'avait pas le choix. C'est-à-dire, enfin, si, il a eu le choix. Il a eu le choix entre soit travailler, soit être malhonnête pour gagner sa vie. En fait, il a choisi d'être malhonnête. Et depuis, donc, on n'a pas forcément eu l'information depuis combien de dizaines, je dirais plutôt de centaines d'années ça durait. Mais ce qui se passait, c'est que cette loyauté ancestrale envers cet ancêtre qui était obligé de vivre dans l'illégalité pour vivre, eh bien, se transmettait de génération en génération dans la lignée masculine. Et donc, pendant cette séance, ça a été plutôt magique puisque ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait en sorte que cet ancêtre puisse communiquer avec la personne qui incarnait le père de ce jeune, qu'il fasse un certain mea culpa. Et ensuite, on a fait en sorte que justement ce mea culpa général se fasse par rapport à ce jeune. Et que, à partir de maintenant, c'était acté que ce jeune se libérait de tous les liens de loyauté, de tous les liens qui pouvaient le relier justement à cette envie, à cette nécessité de, en fait, d'aller en prison au bout d'un moment, quoi. Quelques semaines plus tard, je reprends contact avec la maman pour savoir comment elle va et comment lui il va en fait. Et elle m'a dit, c'est impressionnant parce que en fait, il est repassé en jugement. Et elle m'a dit, moi je croyais vraiment qu'il allait retourner en prison. En fait, non, il n'a pas été de nouveau condamné, il n'est pas retourné en prison. Et elle me dit aussi, eh bien en fait, du coup, il a recommencé à travailler. Il devient vraiment super droit, super clean. Euh, il est très respectueux et respectable. Et en fait, maintenant, il travaille, il gagne sa vie, et puis il est motivé pour travailler. Enfin, quelque part, il a retrouvé, je dirais, des cadres, parce qu'il maintenant, il exerce un métier qui est plutôt assez rude physiquement. Mais en fait, même si ce métier est rude physiquement, c'est ce qu'il a choisi de faire. Et puis, je dirais que quelque part, on l'a sorti de ce mélodrame, de ces loyautés qu'il pouvait y avoir dans la lignée masculine. Donc voilà, c'est juste un premier exemple pour vous dire que eh bien, quelque part, des fois, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des répétitions de scénarios de génération en génération, eh bien, ce n'est pas une fatalité, on peut très bien agir dessus. Et donc, je voulais développer un sujet qui, pour moi, est super intéressant aussi, c'est tout ce qui concerne les femmes. C'est-à-dire que si on fait des recherches, si on fait des études, et on se dit, OK, là, on est en 2020, admettons, on va se situer en 1920, c'est-à-dire il y a 100 ans. Eh bien, 1920, c'était l'âge où peut-être pour certains et certaines d'entre vous, en fait, vos grands-parents étaient nés, et en tout cas, vos arrière-grands-parents existaient. Et la vie était beaucoup plus rude, beaucoup plus dure qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout les progrès technologiques qu'on peut avoir actuellement. Et bien souvent, les familles étaient très nombreuses, c'est-à-dire que vous pouviez, je dirais, avoir des familles d'une dizaine d'enfants, c'était quelque chose de très commun. Donc, quelle était la place de la femme au sein de la société? Quelle était la place de la femme au sein de la famille? Eh bien, généralement, en fait, les femmes avaient, alors surtout après la Première Guerre mondiale, beaucoup d'hommes en fait sont partis en front et ne sont jamais revenus. Et donc, celles-ci n'ont peut-être pas forcément eu beaucoup d'enfants, mais c'est plutôt la génération d'après qui a pu en avoir. Mais même déjà, celle-ci a pu en avoir quand même beaucoup. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pour certaines femmes, en fait, elles ont pu être mises au premier plan, puisque étant donné qu'il n'y avait plus de main-d'œuvre en France pour faire tourner les industries, eh bien, en fait, ce sont les femmes qui se sont révélées être les petites mains pour permettre au front de tenir, hein, au front de guerre. Mais quand même, vous avez énormément de femmes qui, dans les campagnes, du coup, se sont retrouvées seules à devoir élever des enfants, ont peut-être été forcées, en fait, eh bien, enfin forcées, je dirais par la force des choses, en fait, se sont mariées, se sont
mises avec des hommes qui sont revenus du front ou qui n'étaient pas partis au front? Eh bien, tout simplement parce que pour subvenir aux besoins de la famille, des enfants qu'elle pouvait avoir. Ça, c'est un exemple. Mais disons que d'une manière générale, en France, nous étions dans une société patriarcale où c'était l'homme qui dirigeait, c'était l'homme qui, quelque part, pouvait avoir un droit sur sa femme, et qui donc, aussi, très souvent, il y avait énormément de violence à l'intérieur des couples, c'est-à-dire que l'alcool était quand même la boisson favorite à une époque, c'était pas forcément l'eau du robinet ou en tout cas l'eau du puits, mais disons que l'alcool était quand même une boisson beaucoup bu par les hommes, et donc avec des abus d'alcool, et ça pouvait entraîner de la violence. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand sur des générations qui sont assez proches comme ça des nôtres, c'est-à-dire que ça ne remonte qu'à 2 générations en arrière, bien souvent, et que vous avez des femmes qui cherchent à vouloir prendre une certaine expansion, à vouloir s'exprimer, à vouloir avoir une vie de famille où elles aient entièrement leur place, à pouvoir avoir une vie professionnelle où aussi elles auront entièrement leur place, qu'elles ne seront pas mises au second plan, eh bien tout simplement, il peut y avoir un phénomène là aussi de loyauté, c'est-à-dire que inconsciemment, dans l'inconscient collectif des familles, dans l'inconscient collectif des clans, eh bien quelque part c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison, c'est l'homme qui quelque part est là pour protéger la femme aussi, mais c'est aussi l'homme qui est là, je dirais, pour vraiment faire les fondements de la famille. Et la femme est reliée au deuxième plan. Or, aujourd'hui, dans notre société moderne, eh bien, de plus en plus de femmes font des études ou pas, mais évidemment, je dirais, quasiment toutes les femmes vont avoir un emploi, vont avoir un travail, et c'est là où on peut retrouver justement des difficultés, des loyautés envers les ancêtres, parce que, eh bien, beaucoup de femmes peuvent avoir ce sentiment de se dire, eh ben oui, mais moi je n'arrive pas à percer professionnellement, je n'arrive pas à trouver ma place professionnellement, parce que quelque part, on me met toujours à un étage inférieur, on me met toujours à un stade inférieur aux autres. Alors que la personne a tout à fait les compétences, elle a la volonté de progresser, elle a la volonté de monter les échelons. Peut-être que c'est une femme qui veut aussi se mettre à son compte et réussir dans la vie. Sauf que pour réussir dans la vie, il va falloir peut-être dans un premier temps se libérer des loyautés envers certaines femmes qui, elles, n'avaient pas le droit de réussir dans la vie et qui, en fait, quelque part, n'avaient juste qu'une place pour être euh, une femme au foyer, s'occuper des enfants, faire le ménage, parce que je reviens encore à une centaine d'années en arrière, en fait, il n'y avait pas de machine à laver, et c'était des gros chaudrons en fonte ou en cuivre qu'on on faisait bouillir de l'eau dedans, et les femmes allaient laver le linge dedans. Et encore auparavant, on allait au lavoir pour laver le linge. Mais qu'est-ce qui faisait ça? C'était les femmes. En fait, c'était surtout les tâches domestiques. Mais donc, vous pouvez très bien encore aujourd'hui avoir ces loyautés envers, eh ben, je dirais, ces obligations, non pas d'accéder à des responsabilités, non pas d'accéder à une certaine liberté de vivre ma vie, mais bien au contraire d'être sous le joug d'obligations familiales, d'obligations administratives. Voilà, je suis obligé de ça, ça peut fortement peser. Donc, je dirais que ce dont je viens de vous parler au sujet des femmes, eh ben, ça fait un deuxième exemple de ce qu'on appelle pour illustrer la psychogénéalogie, c'est-à-dire que la vie de nos ancêtres peut nous influencer aujourd'hui. Et là, on peut carrément être encore dans cet inconscient collectif en relation avec les familles, en relation avec le rapport que pouvaient avoir les femmes dans leur famille, les femmes par rapport à leur mari, par exemple, les femmes par rapport à l'autorité. Donc la psychogénéalogie, c'est vraiment très intéressant, mais ce qu'il y a, c'est que parfois, on ne peut pas forcément savoir en fait ce qu'ont fait nos ancêtres, puisque si vous allez dans les communes, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont pas mal déménagé et qui en fait se disent, bah ouais, mais alors moi, l'origine, la famille de ma mère, ils sont dans telle ou telle région, la famille de mon père, c'est une autre région, et donc en fait, vous n'avez pas forcément accès aux archives. En fait, ça, c'est pas grave puisque on peut très bien savoir en fait quelles sont les influences de vos ancêtres sur vous, je dirais par le biais justement de ce type pas de technique, mais par le biais des constellations familiales, que ce soit en groupe ou en individuel. J'ai l'exemple d'une personne qui, donc c'était une jeune femme, c'est une jeune femme, elle est toujours en vie, qui vraiment avait une vie très difficile, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à avancer dans la vie. Donc elle s'était séparée de son ex-mari.
au niveau de son travail, c'était très compliqué. Elle n'arrivait pas à avancer dans ses emplois, gagnait très très mal sa vie. Elle avait un enfant, un jeune enfant. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une personne qui avait toujours un sentiment un peu de dépression, qui n'arrivait pas, je dirais, à avoir une joie de vivre qui s'exprime. Et donc un jour, salut Françoise. Et donc un jour, en fait, de manière tout à fait anodine, en fait, il y a une personne qui la prend en photo avec son téléphone portable. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est difficile à exprimer, qui s'affiche sur la photo, c'est-à-dire que cette personne, cette femme dont je vous parle, était avec son enfant dans les bras, et puis donc elle n'était que avec son enfant dans les bras, et sur la photo apparaît en fait une troisième personne qui est derrière elle. C'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça une entité, on pourrait appeler ça une âme, on pourrait appeler ça comme on veut, hein. Après, enfin, il y a différents termes techniques entre guillemets. Mais donc, ce qui se passe, c'est que grande stupeur de la part de la personne qui a pris la photo, puis après qui la montre à cette femme, c'est-à-dire qu'elle lui dit, bah regarde, sur la photo, il y a une personne derrière toi, quoi. Donc c'était une femme derrière elle. Et donc, on me consulte pour expliquer ce qui se passe et justement faire en sorte de comprendre vraiment quel est le rôle sur la photo de ça, quoi. Parce que certaines personnes vont dire, bah ouais, c'est comme une présence fantôme quelque part, quoi. Donc on y croit pas, hein. Sauf que quand je montre la photo, justement, il n'y a pas photo, c'est pas un trucage, c'est vraiment là, quoi. Et ce qui se passait en fait, c'est que après la séance, donc on débrief, et donc cette entité qui était là, qui habitait la jeune femme, eh bien, c'était une personne qui jadis, c'était une de ses ancêtres, qui jadis avait dû être persécutée, avait été poursuivie et qui avait fini par être tuée. Mais en fait, si elle était derrière cette jeune femme, c'est parce qu'elle cherchait à se protéger. Elle ne voulait pas être trouvée. Et donc, elle était dans un stress énorme. Elle était vraiment, je dirais, dans un état de détresse qui était énorme. Et ce qui se passe, c'est que cette jeune femme qui, elle, est vivante, était énormément influencée par cette présence. C'est-à-dire que les stress de sa vie, la détresse qu'elle pouvait ressentir, cet état dépressif, ces difficultés qu'elle avait à vivre sa vie, étaient influencées à 100% par cette présence qui était derrière elle. Et pour vous dire, je veux dire, pour que ça apparaisse sur une photo, eh bien, ce qui est impressionnant, c'est que pour que ça apparaisse sur une photo, eh bien, comment dire, c'est que ça n'arrive pas à chaque fois, hein, mais c'est que cette présence, elle arrive quelque part à s'incarner physiquement au travers d'un objectif, là c'est un téléphone portable. Une fois libérée, cette personne, on l'a recontactée le lendemain et elle se sentait beaucoup mieux, elle était vraiment beaucoup plus soulagée et elle avait quitté son état dépressif. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais il y a des personnes parmi vous qui vont me croire et puis les personnes à qui je raconte cette histoire me croient aussi parce qu'en effet, il y a la photo qui est là pour attester. Mais tout simplement pour vous dire que ça peut être vraiment très 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 puissant, cette emprise que des défunts ancêtres peuvent avoir sur nous, que ce soit une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, je ne sais pas à combien de générations on peut remonter en arrière pour être influencé par une personne, mais il est bien évident que, étant donné que nous on a eu quand même plusieurs guerres en France, eh bien ça peut remonter au moins jusqu'aux guerres, voire encore un peu plus loin. Ok. Voilà, bah ouais, là, une photo par rapport à des chiens qui n'ont pas voulu. En fait, les animaux vont être beaucoup plus sensibles que nous à des présences comme ça. En fait, ces présences-là ne sont pas forcément porteuses d'une énergie négative, hein. Il y en a énormément qui sont porteuses d'énergie positive. Récemment, on a eu un spectre sur une photo, voilà, qui était à côté de la personne. C'était le jour de son anniversaire. En fait, ce spectre, eh bien, c'était non pas un défunt, mais une personne de sa famille, enfin, non pas un ancêtre, mais un défunt de sa famille qui était là, qui quelque part était là aussi pour lui souhaiter un bon anniversaire, qui était heureuse pour cette personne-là que son anniversaire soit fêté. Alors pourquoi choisir plus la constellation en groupe qu'individuelle? Mêmes effets, les participants d'une constellation de groupe bénéficient d'un soin. Ouais. Eh bien en fait, que ce soit en groupe ou en individuel, pour moi les effets seront les mêmes. C'est-à-dire que une personne qui vient être constellée par rapport à des loyautés envers des ancêtres, un problème de santé, un problème d'évolution personnelle, que ce soit avec moi en individuel, puisque là, du coup, en individuel, c'est moi qui vais incarner les différents rôles et qui vais libérer au fur et à mesure les personnes des loyautés, des liens qu'il peut y avoir. Et puis en groupe, en fait, c'est complètement différent, hein. C'est-à-dire que, par exemple, pour une même problématique, eh bien, il y a peut-être le père, la mère, et puis une arrière-grand-mère, ou bien même un lieu qui ont besoin d'être incarnés. Et puis la personne, en fait, quelque part, va
la constellation va permettre de rééquilibrer des déséquilibres émotionnels qui sont là. Donc c'est vraiment des choix personnels. La magie, par contre, en effet, comme tu le dis Valérie, la magie des constellations familiales en groupe, eh bien, c'est que les personnes qui participent à une constellation d'une personne vont également procéder à des libérations pour elles-mêmes. C'est-à-dire que des fois, vous avez des personnes qui vont jouer 3 fois le rôle d'un jumeau perdu, par exemple. Alors qu'il y a 5 constellations, mais elles vont jouer 3 fois le même rôle. Eh bien, c'est peut-être qu'en effet, elles-mêmes, elles ont eu un jumeau perdu, et puis c'est le fait d'incarner 3 fois le même rôle, eh bien, ça leur permet de les libérer de certaines mémoires en relation avec ce jumeau perdu. Voilà, c'est juste pour donner un exemple. Donc, les loyautés envers les ancêtres. Imaginons vous portez le même prénom que certains ancêtres qui ont vécu, par exemple, ça peut être des ancêtres qui étaient paysans, qui avaient une ferme, on l'a eu ça une fois, et qui en fait ont connu une énorme famine, ont pu connaître une sécheresse, ou bien ont pu très bien avoir leur élevage de poules ou de porcs ou de vaches qui a été ravagé, qui a été dévasté, il y a eu un incendie dans une grange ou des choses comme ça. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que il y a vraiment, je dirais, cette énergie qui est beaucoup plus forte quand on porte le prénom d'ancêtre. Alors évidemment, vous allez me dire, bah ouais, mais moi j'ai appelé mes enfants avec le prénom de mon grand-père et de ma grand-mère et ainsi de suite. Et ouais, ça vous ne le saviez pas. Mais en fait, ce qui est vraiment très très important de savoir, c'est qu'avant de donner le prénom à ses enfants, c'est de réfléchir d'où il vient, quelle est l'énergie qu'il porte, et savoir que ça peut l'influencer. Donc s'il y en a parmi vous, en fait, imaginons, vous vous appelez Claude. Et puis vous dites, ben ouais, je sais pas, je me suis mis à mon compte une fois, mon entreprise, j'ai été obligé de faire un dépôt de bilan, j'ai eu énormément de soucis financiers, pourtant mon activité normalement aurait dû fonctionner, j'avais tous les voyants étaient au vert, ça devait fonctionner, et puis j'ai fait une première faillite. Et puis cette personne, Claude, va dire qu'il y a cette personne va vous dire, ben ouais, je comprends pas, là c'est pareil, j'ai tenté de nouveau de monter une autre entreprise et c'est pareil, ça ne marche pas. Et puis en fait, en recherchant parmi ses ancêtres, eh bien cette personne qui s'appelle Claude va trouver, ben ouais, ouais, en fait j'ai un arrière-grand-père qui s'appelait Claude et il a tout perdu, ça a été dévasté lors de la guerre, on a tout rasé ses bâtiments et tout ça. Eh bien il y a de fortes chances pour que quelque part, soit en fait ce défunt Claude, cette entité, ben, qu'elle est toujours présente avec lui, soit il porte l'énergie de ce prénom-là, donc à ce moment-là, eh bien, il y a un travail de libération de mémoire à faire pour permettre justement de libérer ce Claude-là qui est vivant et de lui permettre, si vous voulez, bah, de pouvoir vivre sa vie telle qu'il le souhaite. Alors Valérie, je réponds à ta question. Tu disais qu'il y avait quelqu'un devant elle. Ouais, donc c'est comme si il y avait quelqu'un devant elle. C'est comme si, quelque part, énergétiquement, il y avait une personne devant elle, une mémoire énergétique devant elle. Donc cet état de grande tristesse, de deuil non fait. Et donc, on permet, du coup, quand la personne se libère de ça, eh ben, ça veut dire que devant elle, ça y est, le chemin est libéré. Et maintenant, quand elle avance, eh bien, elle avance dans son énergie à elle et non pas dans l'énergie des autres. Loyauté transgénérationnelle, c'est quoi aussi? C'est-à-dire que euh, tout ce qui est problématique de santé peut être en loyauté avec des ancêtres. Je m'explique. Si je reviens au sujet des femmes qui ont pu être énormément rabaissées jadis, qui ont pu ne pas avoir leur place, est-ce que si je vous dis qu'il peut y avoir des problèmes de valorisation, des problèmes de valeur des femmes, est-ce que ça vous parle? En fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir des difficultés à avoir confiance en vous, des difficultés en fait à ce qu'on vous exprime de la reconnaissance, tout simplement parce que vous allez être dans cette égrégore, dans cette énergie en rapport avec les femmes de votre clan, qui est, eh bien en fait, d'énormes dévalorisations. Ça peut même aller jusqu'à, je dirais, des choses qui font que, sur le plan de la sexualité, vous avez des femmes en fait qui peuvent avoir subit des violences sexuelles, mais ça, c'est parce que ce sont des répétitions de scénarios de vie. Vous avez un chirurgien canadien qui, dans un de ses livres, en fait, explique la chose suivante. C'est-à-dire qu'un jour, il est québécois, lui, il est chirurgien spécialisé dans tout ce qui est viscères et surtout le côlon, l'anus, enfin vraiment la fin des organes de la digestion, du transit.
qui après, lui, en fait, a énormément développé tout ce qui est hypnose ericksonienne, bah, justement parce qu'il a compris que les problématiques de santé des patients qui venaient le consulter avaient certainement une origine psycho-émotionnelle. Donc, il s'est intéressé à tout ce qui est hypnose. Et donc, en fait, une petite fille qui a une dizaine d'années, on l'appelle, on emmène cette petite fille aux urgences parce que qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite fille? En fait, c'était en hiver, elle faisait du vélo et elle s'est empalée sur une tige métallique. La tige métallique est passée entre le vagin et l'anus, c'est remonté dans le corps et les pompiers, quand ils sont intervenus, ils n'avaient pas de scie pour couper la tige métallique, ils l'ont désincarcérée de la tige métallique et aujourd'hui, enfin là, ils l'appellent parce qu'elle est sur la table d'opération prête à être opérée. Donc lui, il y va. Donc il y va en se disant, ben, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire parce que là, malheureusement, il y a certainement des organes vitaux qui ont été touchés, une énorme hémorragie et malheureusement, je ne pourrais pas y faire grand-chose. Donc il se rend sur place. La gamine est toujours en vie, analyse, examen, scanner, radio, etc. Et en fait, il se rend compte qu'aucun organe vital n'a été touché. C'est passé à côté des veines, des artères, aucune hémorragie grave, ça a longé le cœur, ça aurait pu perforer le foie, etc. Rien. Donc lui, bah, il fait son travail de chirurgien, il fait ses sutures, il désinfecte, il nettoie les plaies, etc. Et puis 3 semaines plus tard, la petite fille revient pour une consultation avec sa mère pour voir, bah, pour faire un débrief de ce qui s'était passé. Et puis la gamine, elle pète le feu, il n'y a pas de problème, elle a eu son traitement antibiotique, tout va bien. Par contre, la mère est super stressée. Et puis en questionnant la mère lui apprend, bah oui, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'avais à peu près son même âge, eh bien, en fait, je me suis empalé sur la selle de mon vélo. Ah, ok. Et puis il pousse les questions encore un peu plus loin, et donc, en fait, il en apprend que la grand-mère de la petite fille avait été abusée sexuellement quand elle avait 9 10 ans, et l'arrière-grand-mère aussi. Donc il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que quelque part la petite fille, elle était dans la continuité des drames psychologiques, des drames émotionnels qui s'étaient passés dans la lignée féminine du côté de sa mère. Et là, il était grand temps que ça s'arrête, puisque un peu plus, à cette petite fille-là, ça allait lui coûter la vie. Qu'en est-il des secrets de famille? Eh bien, en effet, bien souvent, on peut être, je dirais, sous le joug et pour ne pas dire victime de secrets de famille, c'est-à-dire c'est comme si vous pouvez avoir le pressentiment, l'intuition qu'il y a des choses qui vous arrivent, il y a des choses qui bloquent dans votre vie, et vous dites, c'est bizarre parce que je sais que du côté de ma grand-mère, du côté du grand-père machin, il y a des trucs, ça n'a pas été clair. Il y a dû y avoir peut-être, soit ça peut être très bien des adultères, des choses comme ça, il y a eu des non-dits. Et alors là, ce qui est très fort, c'est que c'est arrivé quelquefois en fait en constellation, que ce soit en individuel ou en groupe, où en fait on sait que tel grand-père ou telle grand-mère n'est pas forcément, enfin surtout un grand-père, je dirais, n'est pas forcément le père de la grand-mère ou l'arrière-grand-mère. Et cette énergie je dirais, c'est une sorte d'injustice, ce non-dit émotionnel, ce non-dit familial, eh bien, ça peut se répercuter avec les personnes qui sont vivantes actuellement, dans le sens où ça peut être, on peut ne pas se sentir légitime à être le mari ou être la femme de telle ou telle personne. C'est-à-dire que quand il y a eu un non-dit émotionnel de rupture de relation, quand il y a eu des choses cachées par rapport à certains rapports qu'ont eu les gens, eh bien en fait on va devoir aussi, nous aussi, résoudre. En fait, soit c'est des loyautés, soit on se sent l'obligation de résoudre les problématiques de nos aïeux. Et donc du coup, vous avez une écrivaine, mais elle est psychologue, en fait, c'est Anne-Ancelin Schutzenberger qui a écrit Aïe, aïe, mes aïeux, où là, elle va vraiment vous expliquer complètement les raisons au niveau de la psychogénéalogie et de l'influence que ça peut avoir sur nous. Enfin, là, sur les exemples qu'elle a, elle, dans ses ouvrages. Donc, c'était un autre exemple, si vous voulez, bah, de transmission de génération en génération de drames que les personnes ont pu avoir. Et ce qui se passe, c'est que souvent, une personne qui va venir me consulter, une personne qui va vivre un événement très dramatique, notamment cette petite fille qui s'est fait empaler sur la tige métallique, et bien en fait, quelque part, cette personne, elle a un rôle dans le clan, elle a un rôle dans la famille, c'est de dire stop. C'est-à-dire que euh, des drames qui se perpétuent de génération en génération, il y a un moment, il y en a un qui est là où je dirais les symptômes, la manifestation du drame émotionnel vont vraiment être beaucoup plus puissants que les manifestations de ses ancêtres. Mais justement, cette personne, quelque part, elle est là pour finaliser,
pour vraiment pouvoir expulser toutes les souffrances des autres. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais c'est pas juste parce que quelque part elle n'a rien demandé et c'est elle qui va souffrir. Alors je suis tout à fait d'accord, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque part, inconsciemment, dans l'inconscient de cette personne, il y a une partie d'elle qui est OK pour ça. Il y a une partie d'elle qui est OK pour être en loyauté avec ses ancêtres et permettre à ses ancêtres de s'exprimer au travers d'elle. Par exemple, cette femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait cette entité derrière elle, eh bien, qu'elle le veuille ou pas, il y avait une partie d'elle qui était là, qui était OK pour protéger virtuellement cette entité de se faire démolir, de se faire rattraper par les personnes qui la pourchassaient. Alors, un secret de famille, au bout de 2 générations, devient un poids émotionnel avec toutes les conséquences psycho et physiques qui s'y associent. Alors, même, je dirais que c'est même avant 2 générations, et après, bah, ça peut être bien après, puisque moi, ce que je constate en séance, c'est que euh, en fonction des symptômes que va avoir la personne, ça peut être directement une grand-mère, ça peut être une tante. euh, Disons que on peut dire en effet qu'il va y avoir 2 générations, et là vraiment ça tombe, mais ça peut être même beaucoup plus tôt, et ça peut être évidemment remonté à beaucoup plus loin. Hein. Il y a pas, euh, pour moi, faut garder l'esprit ouvert sur le fait qu'il faut pas juste se dire ah bah c'est 2 générations, c'est pas au-dessus, c'est pas avant. Non, non, en fait, je pense que statistiquement, en effet, il y a des choses qui se révèlent avec beaucoup plus avec 2 générations, mais c'est vraiment c'est d'une personne à l'autre, ça peut être très très fluctuant quoi. Hein. J'ai également un exemple d'une jeune fille qui avait qui a une vingtaine d'années, parce qu'elle est toujours vivante, et heureusement, en fait, qui avait énormément de symptômes par rapport à une pathologie. Donc, on dit que c'est voilà, c'est une maladie immunitaire. Donc, c'est par rapport à une maladie génétique, en fait, voilà, qui se transmet de génération en génération. Donc, en effet, sa mère, qui a une quarantaine d'années, elle est porteuse du gène qui a la maladie, mais elle a très très peu de symptômes. Et puis, elle le sait que sa mère à elle, donc la grand-mère de la jeune fille, ben, quelque part, elle était aussi porteuse du gène, mais strictement aucun symptôme. Et en fait, ce qui est ressorti, là, c'est une constellation de groupe. Ce qui est ressorti, c'est que parmi les symptômes en fait de cette jeune fille, c'est vraiment une obligation d'avoir une rééducation par des kinésithérapeutes toutes les semaines, de manière à refaire fonctionner les muscles, les fibres. Et en fait, parmi les symptômes, en fait, elle avait un bombement au niveau du sternum ici. C'est-à-dire qu'il y avait une déformation de la cage thoracique au niveau du sternum. Et ce qui se passe, c'est que l'origine émotionnelle de sa pathologie, donc là, ça fait référence à ce qu'on appelle du décodage biologique des maladies, hein, dont je pratique. Eh bien, l'origine émotionnelle de ça, c'est qu'en fait, c'est quelque part, à un moment, chez les ancêtres, il y a une femme qui est décédée avant de mettre naissance son enfant, mais en fait, son enfant était resté coincé dans son utérus. C'est-à-dire que l'enfant aurait voulu naître, mais sa mère est décédée avant. Alors évidemment, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Je veux dire, je suis pas là à raconter des choses qui sont super gaies hein, par rapport au tout début. Et donc, cette mémoire émotionnelle d'emprisonnement d'enfants, c'est-à-dire que cet enfant qui était dans l'utérus de sa mère aurait voulu pouvoir sortir, mais il n'avait pas la puissance, il n'avait pas la puissance musculaire, il n'avait pas la force de pouvoir sortir du ventre de sa mère, puisque elle est décédée avant qu'il naisse. Et c'est là où est le problème, c'est que cette mémoire émotionnelle d'emprisonnement, d'impuissance musculaire, de ne pas avoir la force de sortir, se traduit aujourd'hui chez cette jeune qui a 21 ans. On a fait une constellation familiale autour de ça, donc ça a énormément secoué psychologiquement la maman. Euh, Suite à la constellation, il y a eu une observation physique, c'est-à-dire que le bombement que la jeune fille avait au niveau du sternum s'est fortement diminué. C'est-à-dire que personne n'est venu appuyer sur son sternum pour faire en sorte que ça rentre. Pas du tout. C'est-à-dire que ça a directement agi sur l'ossature, le squelette de la personne. Euh, En une seule constellation familiale par rapport à ce type de problématique, on ne peut pas tout résoudre. Il faudra peut-être en faire 2 ou 3, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que en faisant plusieurs constellations, eh bien, ça permet au fur et à mesure de libérer je dirais comme des trains de mémoire émotionnelle. Alors des fois, il suffit d'une seule constellation, évidemment, ça c'est tant mieux, génial, super quoi.
Mais là, comme c'est vraiment une pathologie, ce qu'on appelle une maladie génétique, que ce sont vraiment les gènes qui s'expriment et qui expriment une malformation au niveau des tissus musculaires, au niveau de l'ossature, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mémorisation cellulaire est vraiment très très profonde et elle s'exprime tout à fait. Et donc à ce moment-là, il faut, je dirais, y aller par couches successives de manière à vraiment déprogrammer les cellules de manière à ce que la personne aille mieux. Alors donc en fait, oui, voilà, les enfants trisomiques, c'est pareil, quelque part, ce sont les trisomiques, ce sont des personnes qui sont là pour résoudre des conflits émotionnels. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir un troisième gène sur donc c'est la trisomie 21 sur les chromosomes 21? Ça peut être intéressant de savoir. Tout comme vous avez des enfants aussi qui naissent autistes, et en fait, parmi les troubles autistiques, c'est des difficultés à communiquer. C'est-à-dire que ce sont des enfants, et parfois aussi à l'âge adulte, hein, malgré les rééducations, en fait, même à l'âge adulte, ce sont des personnes qui ont d'énormes problèmes de communication. Communication avec les autres, vraiment une introversion qui est énorme, et puis une difficulté à exprimer ses émotions, voire des personnes, des enfants, qui justement surexpriment, ont des états émotionnels où il faut qu'ils courent dans tous les sens, il faut qu'ils crient, eh bien, peut-être que dans les générations au-dessus, je dis bien peut-être, parce que c'est au cas par cas. Je peux pas faire d'un cas une généralité, ça serait vraiment une erreur de ma part. Ce sont peut-être dans les générations précédentes, en fait, eh bien, des personnes qui ont eu énormément de mal à communiquer ou qui n'auraient pas dû communiquer ou qui ont communiqué. Là, ce que je vous dis, c'est pour faire simple, mais ça, je n'ai jamais eu de personne autiste à consteller, j'ai eu une personne trisomique à consteller. Mais c'est vraiment très intéressant ça serait vraiment très intéressant de pouvoir aller chercher. Le but, évidemment, je n'ai pas l'imprétention de pouvoir amener la personne à la guérison. C'est pas ça. Mais si par contre on peut diminuer les symptômes de 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, j'en sais rien, dans le temps, en fait, ben, je dirais qu'on a tout gagné. Puisque la personne, une fois qu'elle s'est libérée des liens ancestraux, des loyautés émotionnelles envers ses ancêtres, une fois qu'elle s'en est libérée, c'est définitif. C'est-à-dire que c'est OK, c'est acté. Je me suis libéré de ce qui ne m'appartenait pas. Euh, je me libère de tout ça, quoi. Et à ce moment-là, la programmation cellulaire va changer. C'est comme si on avait un nouveau programme qui se met en place. Alors pour une personne diabétique, là-dessus, il y a différentes tonalités, mais une des tonalités, en fait, le diabète, ça va être d'avoir le plus possible de réserve d'énergie dans le sang. C'est-à-dire que c'est un taux de glucose qui va être supérieur à la normale. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est juste, je réponds à la question, mais pas directement. Si vous prenez par exemple des soldats qui vont au front, vous leur faites une prise de sang, le stress qu'ils ont à aller au front va provoquer du diabète. Alors on va pas dire qu'ils sont diabétiques, mais par contre ils ont un taux de glucose dans le sang qui est largement supérieur à la normale. Donc une des symboliques du diabète, c'est le cerveau en fait va demander au corps d'être super performant pour pouvoir affronter. C'est comme si une personne qui est diabétique, eh bien, peut-être que dans son esprit, c'est comme si elle devait être tout le temps c'est comme si elle était tout le temps obligée de se battre. C'est-à-dire que, en effet, des fois, vous pouvez très bien avoir des personnes qui, à cause de difficultés dans la vie, eh bien, vont avoir vraiment mentalement se dire, ben ouais, mais là, ma vie est un combat. Je suis en permanence en train de me battre, et ce sont des personnes qui sont diabétiques. Vous pouvez très bien avoir des personnes qui ont cet état d'esprit, et bah, tout simplement parce qu'elles viennent d'apprendre qu'elles avaient un cancer, qu'elles avaient une grave maladie, ou que tout leur tombait dessus, et donc elles peuvent devenir diabétiques du jour au lendemain. Là, je suis pas là pour parler de décodage biologique des maladies, hein, j'ai déjà fait un Facebook Live là-dessus, et j'en referai sûrement d'autres. Mais lorsqu'une personne apprend un événement dramatique la concernant sa famille, ce qu'il peut y avoir en parallèle qui se met, par exemple, à un diabète, c'est ce qu'on appelle elle va faire peut-être de la rétention d'eau. C'est-à-dire qu'elle va se mettre à prendre du poids d'un seul coup, et les personnes peuvent même prendre 5, 10, 15 kilos d'un seul coup. Et c'est inexpliqué parce elles vont dire, bah oui, mais c'est bizarre, je ne mange pas plus que d'habitude, au contraire, je fais attention à ce que je mange, mais j'ai grossi. Ouais, mais vous avez grossi, mais c'est uniquement de la rétention d'eau, c'est de la flotte, quoi, que vous avez. Pourquoi? Depuis quand est-ce que cette personne fait sa rétention d'eau? Depuis quand cette personne a son diabète? Eh ben, on va voir qu'au niveau des dates, ça coïncide en fait.
Et alors, ce qui se passe, c'est que la personne, pourquoi est-ce qu'elle va faire de la rétention d'eau? Ça, c'est un réflexe archaïque de survie. C'est-à-dire que ça ne concerne même pas nos ancêtres, ça concerne qui nous sommes nous en tant qu'êtres vivants. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, il y avait des poissons dans les océans, ils venaient s'échouer sur la plage. Donc c'était avant qu'ils aient des pattes pour pouvoir être des reptiles et être des animaux terrestres. Et lorsqu'un poisson s'échouait sur la plage, s'il voulait rester en vie le plus longtemps possible et éviter de dessécher, il fallait qu'il garde son eau. Et nous, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une personne pour qui tout lui tombe dessus, c'est comme si le ciel lui tombait sur la tête, ou une personne qui pour elle, bah, j'ai tout perdu. Hein, c'est un conflit qu'on peut avoir chez des réfugiés, par exemple, des gens qui sont exilés, réfugiés, ils peuvent faire de la rétention d'eau. Eh bien, en fait, le réflexe du cerveau, c'est je dois garder mon eau pour assurer ma survie. C'est le réflexe de survie. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne fait de la rétention d'eau, tous les symptômes des autres pathologies, des autres maladies sont multipliés. Donc, une personne qui a un diabète et qui en même temps fait de la rétention d'eau va avoir un diabète qui va être énormément prononcé. Donc, moi, à ce moment-là, en séance, eh bien, on va travailler d'abord sur le problème de rétention d'eau. Ça ne se fait pas en 5 minutes, généralement, il faut à peu près 1 heure de séance pour libérer la personne de ce qui a conditionné sa rétention d'eau. Et après, on va travailler sur ces autres pathologies. J'ai eu ça avec une personne qui avait une polyarthrite. En fait, la première, donc polyarthrite, hein, c'est douleurs, elle avait des douleurs au niveau des poignets et des chevilles. Je dirais qu'elle n'avait pas énormément de symptômes, mais les douleurs vraiment l'handicapaient. Et elle avait pris 15 kilos 4 ans auparavant parce que le médecin, le rhumatologue qui lui avait annoncé qu'elle avait la polyarthrite, lui avait annoncé de la manière suivante, lui avait dit, bah, Madame Intel, vous avez une polyarthrite et c'est une maladie incurable. Voilà. Donc, c'est un vocabulaire qu'un médecin, un rhumatologue ne devrait pas employer, puisque ce n'est pas une maladie incurable. Peut-être que pour lui, c'est incurable, mais pour moi, ce n'était pas une maladie incurable. Et pour moi, comme pour plein d'autres, en fait. Mais dans la tête de la personne, le fait qu'on lui dise c'est une maladie incurable, mais c'est le ciel qui lui tombe sur la tête, quoi. Je veux dire, mais c'est le coup de massue qu'on envoie sur la personne, quoi. Et elle a directement verrouillé ce qu'on appelle les canaux collecteurs d'urine, rétention d'eau, elle a pris 15 kilos. Donc quand on a fait l'insurance, je lui ai dit, bah écoute, là on va travailler sur tes canaux collecteurs d'urine, on va déverrouiller tout ça. Par contre, il y a de fortes chances pour que tu ailles uriner tout de suite après. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que d'un seul coup, la personne va se mettre à aller uriner. Elle peut aller uriner 1 litre ou un peu moins, mais ça dépend après de chaque personne. Parmi les symptômes de la rétention d'eau, c'est des personnes qui vont toujours avoir une petite bouteille d'eau avec elles et elles ne peuvent pas rester plus de 20 minutes sans boire une gorgée d'eau parce qu'en fait, elles ont toujours, enfin toujours, quasiment tout le temps, la perception de bouche sèche, de gorge sèche. C'est vraiment une sensation désagréable, donc elles sont là tout le temps à téter, je dirais, à la bouteille, mais c'est parce qu'elles sont en fait en train de faire de la rétention d'eau. C'est leur cerveau qui leur demande, par le fait d'avoir la bouche sèche et gorge sèche, eh bien de boire de l'eau, quoi. Donc il faut d'abord, par rapport au diabète, hein, mais par rapport à toutes les autres pathologies, parce que la polyarthrite c'est vraiment un problème ostéo-articulaire, ça n'a rien à voir avec le diabète, eh bien en fait voilà, ça accentue les symptômes des pathologies. Un autre truc aussi, euh, il faut savoir que les enfants, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, quasiment toutes les maladies qu'ils vont faire ne sont pas les leurs. C'est juste bluffant. Un enfant qui a 5 ans se tord la cheville, un enfant qui a un torticolis à 6 ans, un enfant qui va faire un cancer à 3 ans, euh, un enfant qui fait une leucémie. Mais malheureusement, je n'en ai jamais eu en consultation parce que je dirais que les gens font confiance à la médecine allopathique et puis on rentre tout de suite dans des scénarios dramatiques, c'est-à-dire qu'on a peur que son enfant décède quand il s'agit d'une leucémie, par exemple. Mais demain, une personne qui vient se faire consteller pour une leucémie, la leucémie, c'est quoi? C'est une phase de réparation par rapport à de la dévalorisation. Donc un enfant de 3 ans, de 2 ans, de 1 an qui fait une leucémie, c'est pas normal. Il est en train de résoudre un conflit émotionnel généralement qui appartient à un des parents. On le libère des liens de loyauté envers ce parent, on fait en sorte que ce parent lui-même se libère de ses sentiments de dévalorisation, etc., etc. Eh bien, on reprogramme directement la moelle osseuse de l'enfant, on reprogramme directement, on fait en sorte que l'enfant n'ait plus de leucémie, qu'il puisse avoir en fait des
des lymphocytes T, des globules blancs et globules rouges qui soient redevenus à des taux tout à fait normaux, et la vie reprend son cours. Diabétique à 8 ans, eh bien c'est à voir, parce que 7-8 ans, on reste toujours dans les limites où ça peut appartenir à un parent. Donc il faut voir après dans l'origine, dans l'histoire des parents, éventuellement ce qui a pu se passer juste avant que l'enfant ait les premiers symptômes du diabète. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, une personne ou un enfant peut être diagnostiqué avec une pathologie, sachant qu'en fait, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans qu'on cherche la pathologie, hein. Donc, voilà, s'il a 8 ans, et peut-être que ça faisait 6 mois, 1 an ou 2 ans qu'il avait des troubles, je ne sais pas, hein. Et donc bah, là, il y a de fortes chances pour que cette pathologie ne lui appartienne pas. Ouais, bah, qui doit être opéré des végétations, mais c'est pareil, c'est qu'est-ce qui chez le parent fait que bah, peut-être le parent a des grosses colères qu'il n'a pas exprimées, a voulu attraper le morceau qu'il n'a pas attrapé. Voilà, en fait, il faut voir après toutes les symboliques, les tonalités en rapport avec le décodage biologique des maladies. Et puis à ce moment-là, soit on peut avoir l'historique des parents, les parents vont dire bah ouais ok moi depuis 1 an, 2 ans, je vis telle chose, je sais pas. Aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui perdent leur travail, il y a beaucoup de familles qui se séparent, c'est vécu de manière dramatique. Il peut très bien y avoir un deuil qui n'a pas été fait pour un parent ou autre. Et donc en fait c'est l'enfant qui va récupérer ça. L'enfant va solutionner je dis pas qu'il va à chaque fois, mais l'enfant peut solutionner le conflit émotionnel du parent. C'est-à-dire que quelque part c'est comme si l'enfant inconsciemment, c'est toujours inconscient, c'est pas volontaire de sa part, l'enfant inconsciemment va solutionner le conflit émotionnel du parent. J'ai un excellent exemple pour ça. Donc c'est pas une pathologie, c'est un trouble du comportement. Un jour, je consulte, c'est un enfant, il avait 6 ans et c'était un enfant en fait qui ne tenait pas en place, c'est-à-dire qu'il était obligé de toujours marcher, courir, de monter sur les meubles. Il cherchait toujours quelque part à être dans le mouvement, à monter, voilà, à partir. Donc pour les parents, c'était très compliqué à la maison, mais je vous dis pas à l'école, c'était pire, quoi. Il y avait vraiment une personne qui était là en permanence avec lui, mais bon, c'est très compliqué puisque en effet, c'est plus fort que l'enfant. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que quand la maman était enceinte de lui, il vivait dans un appartement à l'époque, dans un immeuble, et en fait la maman monte dans l'ascenseur, elle était enceinte de son fils, et il y a un voisin, un fou, qui est venu avec un couteau et qui a menacé la mère de la tuer, qui lui a mis le couteau sur la gorge, voilà, il l'a menacé de mort. Et donc, dans la tête de la maman, ben, vous imaginez les différents scénarios qu'il y a pu y avoir. C'est, ben, si ça se trouve, il va me tuer, je dois pouvoir m'enfuir, je dois pouvoir lui échapper, je suis immobilisé, je suis bloqué contre la porte et je ne peux pas m'en aller. Et ben, l'enfant qui a 6 ans, lui, il était dans le ventre de sa mère, mais il a, je dirais, intégré cette information de je ne peux pas fuir, je ne peux pas partir. Et donc l'enfant, lui, bah, quand je l'ai vu, il avait 6 ans, c'était lui qui résolvait en fait le conflit émotionnel de sa mère de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir fuir. Ça ne lui appartient pas. Donc là, on n'est plus, je sors du sujet, hein, on n'est plus dans le transgénérationnel ni la psychogénéalogie, je sors du sujet. Mais c'est vraiment pour illustrer le fait que nous, qu'on soit des adultes ou des enfants, en fait, eh bien, on peut être en loyauté avec des drames émotionnels qu'ont vécu nos parents, nos ancêtres, etc., etc. Et ça, vraiment, ça peut se manifester de manière très très forte, soit dans les comportements, soit dans les scénarios de vie. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de la personne qui fait des faillites à répétition. Ben, en fait, ça ne lui appartient pas, quoi. Elle est en loyauté avec des ancêtres. Je vais répondre à deux, trois questions. Ah là, c'est intéressant en fait, ouais. Donc son père a été opéré des végétations vers 3 ans également. Donc en fait, il n'y a pas de hasard. Pourquoi est-ce qu'un enfant serait opéré du même organe que son père, je suppose quasiment aux mêmes âges? Ben, il n'y a pas de hasard. Il y a certainement quelque chose, soit entre l'enfant et son père, mais évidemment, je dirais que son père, lui, si son grand, son père a son père, donc le grand-père de l'enfant n'a pas eu de problème de végétation, et bien peut-être que en fait c'est son père qui a solutionné un conflit émotionnel bah, de son père, hein, vous l'avez compris quoi. Mais c'est passionnant tout ça parce que euh, on peut aujourd'hui, on peut aller chercher l'information, le non-dit émotionnel, l'énergie émotionnelle qui bloque la personne. On peut aller la chercher. Et si vous voulez, c'est le fait de mettre vraiment en lumière ça, de mettre en conscience, de mettre de l'attention dessus. Moi, ce que je vois en séance, c'est
Quelque part, un ancêtre qui est bloqué sur une personne, lui, il n'attend qu'une chose, c'est d'exprimer sa souffrance. Il est là, il souffre, que ce soit une colère, ça peut être d'énormes colères, ça peut être des blessures d'injustice, mais des trucs vraiment énormes. Moi, en fait, quand je fais une séance, souvent, j'ai les larmes aux yeux parce que bah, je suis dans le ressenti de la personne dans sa souffrance. Euh, et donc, en fait, cette personne n'attend qu'une chose, eh bien, en fait, c'est qu'on lui permette d'exprimer ce qui lui est arrivé, qu'on lui permette d'exprimer ses ressentis émotionnels. C'est vraiment comme si on venait percer le bouton de pu, quoi. C'est un peu crade, mais voilà, je veux dire, on vient percer l'abcès, on vient faire sortir ce qu'il y a dedans, et après, on va pouvoir entamer une phase de cicatrisation. Ça se fait pas en 5 minutes, mais une fois que l'abcès est percé et que ça a été nettoyé, eh bien, ok, la peau va pouvoir redevenir tout à fait normale. Et ben là, c'est exactement ce qui se passe avec des libérations de mémoire émotionnelle. Autre loyauté transgénérationnelle, vous avez aussi des ancêtres en fait qui sont là pour vous aider. C'est-à-dire que vous ne le savez pas forcément, mais là j'ai parlé plutôt d'ancêtres qui venaient un peu, entre très grosses guillemets, polluer la vie des personnes vivantes, mais vous avez aussi des ancêtres qui sont là pour vous accompagner. Là aussi, c'est pas des hasards, on va appeler ça des synchronicités, qui font que, eh bien, en fait, énergétiquement, ce sont nos ancêtres qui nous guident. Vous avez par exemple des familles qui ont pu vivre dans certaines villes, dans une certaine rue, et 2, 3, 4 générations plus tard, on ne l'explique pas, mais la personne va vivre dans une autre ville, évidemment, mais dans une rue qui porte le même nom que celle de ses ancêtres. Donc ça peut être très intéressant de savoir ce qu'ont pu vivre ces personnes et comment que ça se fait que ces personnes, en effet, vont retrouver, comme vraiment un très grand hasard, la même rue que les personnes qui ont pu vivre. Ouais, une femme peut prendre aussi des choses d'un ancêtre masculin. Ouais, ouais, pour moi, il n'y a pas les femmes prennent que du côté des femmes et les hommes que du côté des hommes, hein. Je veux dire, ça part dans tous les sens, quoi, hein. Pour moi, à partir du moment où en fait il y a une partie inconsciente de la personne qui est OK pour être en loyauté avec son ancêtre, ça part comme ça. Donc ce Facebook Live sera en replay sur Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Peut-être que vous connaissez des personnes que ça peut intéresser. S'il y en a qui sont intéressés par des séances, eh bien en fait j'en fais en visio, au téléphone, mais moi je préfère la visio, comme ça on se voit, mais bon, des fois les moyens techniques font que c'est au téléphone. Et puis autrement, je fais des consultations à Rezé, en plein centre-ville de Rezé, voilà. Bonne soirée, merci à toutes et à tous, et puis bah, prenez soin de vous, et à très bientôt. Au revoir.